Alors bonjour, mon nom est Myriam Brazo et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo dans laquelle je dénonce la loi 20, donc la loi modifiant certaines dispositions en matière de procréation assistée. J'en suis venue à faire une recherche sur la procréation assistée car j'ai toujours admiré le courage, la détermination des personnes qui passaient à travers des traitements d'infertilité afin de concrétiser leur rêve d'avoir des enfants et ainsi d'avoir réalisé leurs projets familiaux. Alors, à travers cette vidéo, je vais vous présenter l'inconvenance de cette nouvelle loi et les impacts qu'elle cause sur la politique, les individus et la société. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter un bref historique des législatures en matière de procréation assistée. Alors, tout d'abord, les premières législatures apparaissent en 1994 dans le Code civil du Québec. Cette nouvelle législature concerne surtout la filiation de l'enfant issu de cette aide médicale. Au cours des années 2000, les gouvernements adoptent des lois permettant de créer des crédits d'impôt afin de soulager le fardeau financier que représentent les traitements en matière de procréation assistée. Donc, en 2008, de plus en plus de revendications sont soulevées, notamment par l'Association des couples infertiles, ayant comme porte-parole Julie Snyder et le Dr Miron, afin de reconnaître l'infertilité comme une maladie et ainsi pouvoir bénéficier de la gratuité des traitements par la RAMQ. En 2010, c'est la victoire des couples infertiles, l'infertilité est reconnue comme une maladie et la gratuité des services est assurée par la RAMQ. Donc, malheureusement, en 2015, avec le gouvernement libéral et le ministre de la Santé Gaétan Barrette, ce service est aboli. Donc voici une brève description des nouvelles législatures de la loi 20. Alors, d'abord, la gratuité est abolie, donc qui est remplacée par un système de crédit d'impôt. Les couples ayant un revenu de moins de 50 000 $ par année auront le droit à une couverture de 80% des dépenses pour ce traitement. Cependant, les couples ayant un revenu de plus de 120 000 $ annuellement auront que 20% de leur traitement qui seront couverts. De plus, l'accessibilité de ces services est fortement compromise. En effet, les femmes de moins de 18 ans ou de plus de 42 ans ne sont plus admises à ce service. Ce qui est discriminatoire surtout pour les femmes car elles sont refusées de ce traitement seulement sur leur âge et non leur état de santé ou quoi que ce soit, seulement en fonction de leur âge. De plus, on remarque en société que plus en plus de femmes ont des enfants plus tard en raison de la prolongation de leurs études, de leur investissement dans leur carrière, ce qui fait en sorte qu'elles tardent un peu plus à avoir des enfants. De plus, les tentatives pour les fécondations in vitro passent seulement à 2. Donc, avant d'avoir accès à la fécondation in vitro, les femmes doivent passer par de nombreux cycles de stimulation ovarienne et insémination artificielle. Si les tentatives échouent, elles peuvent enfin essayer la fécondation in vitro. Cependant, elles n'ont droit qu'à une seule tentative avant l'âge de 37 ans et une deuxième tentative de entre 38 et 42 ans. Ce qui vient réduire de façon grande leur chance d'avoir des enfants car plus elles sont jeunes, meilleures sont leurs chances de pouvoir concevoir et garder un enfant. Donc ici on remarque l'illogisme de cette nouvelle loi. De plus, lorsqu'il y a une grossesse, les femmes ne sont plus admises à la fécondation in vitro. Donc si jamais la grossesse est interrompue avant son terme, donc qu'elle perd son enfant, la femme n'aura plus accès à la fécondation in vitro. Donc, en plus de faire le deuil de son enfant qu'elle a perdu, elle n'aura plus la chance d'avoir un deuxième enfant avec la fécondation in vitro. De plus, les couples qui ont déjà un enfant n'auront pas la possibilité d'en avoir un deuxième. Donc, les couples devront dire adieu à leur rêve d'avoir un deuxième enfant si jamais ils n'en ont déjà eu un.
car ils ne sont plus admis au programme de procréation assistée. De plus, les services de préservation de la fertilité n'est plus assuré. Seulement les gens qui ont un risque évident de perdre leur fertilité en raison de traitements oncologiques ont le droit d'avoir accès à ce service. Cependant, il n'est plus offert pour aucune autre situation. Ainsi, on remarque l'inconvenance entre les politiques et les besoins de la société québécoise, car le Québec a besoin d'une génération future afin de supporter celle qui est grandement vieillissante. Donc, la procréation assistée devient un moyen afin de pallier à ce problème, car depuis son implantation du programme de gratuité entre 2010 et 2015, 5000 bébés ont pu voir le jour. Mais en raison des nouvelles lois 20, moins en moins de couples auront d'enfants grâce à la procréation assistée. De plus, l'infertilité a été reconnue par le gouvernement comme une maladie. De ce fait, elle devrait assumer les traitements et rembourser ceux-ci par la RAMQ. Le gouvernement doit donc s'efforcer de répondre aux besoins de la population et ainsi soulager le stress économique et psychologique que ces traitements causent chez eux. Maintenant, parlons des impacts que la loi 20 a sur le système de santé québécois. La loi 20 apporte des impacts qui touchent beaucoup plus que seulement ceux qui doivent avoir recours à ces traitements d'infertilité. Elle affecte le principe d'égalité et d'équité de tous face au système de santé québécois. Les compressions dans l'aide médicale à la procréation entraînent une restriction sur le service public et une redistribution inégale de la richesse. Le service public est sous le contrôle de l'État et a comme fonction de pouvoir assurer le principe d'égalité de tous dans les mêmes conditions et ainsi assurer un service de manière continue. Le retrait de la couverture publique doivent obliger les couples qui ont recours à la procréation assistée de débourser beaucoup plus d'argent pour leur traitement des soins de santé. Cependant, les systèmes de crédit d'impôt ne couvrent pas la totalité des traitements, ce qui fait en sorte que certains couples n'ont pas la capacité financière de pouvoir se payer ces traitements. Ce qui fait en sorte que les couples ayant de plus hauts revenus ont la capacité de s'offrir des traitements d'infertilité, ce qui exclut la classe moyenne. De plus, à la suite des échecs de les 2 tentatives de fécondation in vitro, il va devoir y avoir une redirection vers le privé, ce qui encore une fois n'est pas accessible à la plupart des couples. Ce qui fait en sorte qu'encore une fois, les couples ayant de plus hauts revenus sont avantagés. Donc, le système de santé ne répond pas à ses fonctions de pouvoir assurer l'égalité de tous face aux soins de santé. De plus, le gouvernement nuit à la santé de ses usagers en favorisant les traitements comme la stimulation ovarienne et l'insémination artificielle. Effectivement, dans de nombreux cas, les conditions médicales obligent une fécondation in vitro. Cependant, les couples n'ont pas les moyens de pouvoir passer directement en clinique de fertilité afin d'avoir accès à cette méthode, préfèrent passer par le programme gouvernemental afin d'avoir accès au crédit d'impôt et ainsi subir des traitements de stimulation ovarienne et d'insémination artificielle, même si cela est nuisible à leur santé. De plus, le gouvernement vient favoriser des méthodes ayant plus de risques de grossesse multiple, donc plus de risques de bébés prématurés, de risques néonataux pour le bébé et aussi plus de risques à l'accouchement pour la mère. L'objectif ministériel était de diminuer de 10% les grossesses multiples suite à la fécondation in vitro. Cet objectif a été grandement atteint grâce à la favorisation de la méthode de fécondation in vitro et est passé à 7%. Donc, l'objectif était atteint, c'est ainsi pourquoi il faut continuer de favoriser les méthodes comme la fécondation in vitro. Maintenant, parlons des impacts politiques et sociaux que cette loi amène. Comme expliqué précédemment, la loi 20 peut influencer la politique et la société. La valeur de la famille a toujours été très présente au Québec. Et c'est pourquoi de nombreuses politiques familiales ont été mises en place au courant des dernières années. Ces politiques avaient pour but d'augmenter le taux de natalité au Québec. Effectivement, la baisse du taux de natalité au Québec a été définie comme un défi à soulever. Et c'est pourquoi
Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures incitatives, telles que le soutien financier aux enfants et aux familles, l'augmentation du nombre de places en garderie et l'instauration du régime d'assurance parentale, afin d'inciter les gens à avoir plus d'enfants. Donc, la procréation médicalement assistée répond aux orientations du gouvernement ainsi qu'aux besoins des individus en permettant aux couples et aux ménages d'avoir plus d'enfants. Donc, la famille a toujours été considérée comme une valeur qui était le plus importante. À la question « Qu'y a-t-il le plus important ?», les gens ont répondu « La famille ». Donc, la famille fait partie de nos normes culturelles. Cela amène les gens à vouloir jouer des rôles sociaux. Cela leur permet de définir leur identité sociale en tant que père ou mère. Dans une perspective fonctionnaliste, la procréation médicalement assistée permet de répondre aux besoins de l'État et combler les fonctions de celle-ci en permettant à un plus grand nombre d'enfants de voir le jour et ainsi augmenter le taux de natalité. Dans une perspective à long terme, ces enfants deviendront des futurs contribuables, des gens faisant partie de la population active et qui contribuent au développement économique, social et politique du Québec. Alors maintenant, je vais présenter les impacts de la loi 20 sur la société et les individus. Je vais aussi expliquer le rôle prépondérant de la famille dans la société et décrire les impacts psychologiques les processus de traitement contre l'infertilité apportent. Alors tout d'abord, la famille est une institution sociale très importante. C'est à l'intérieur de celle-ci que les premières formes de socialisation vont se faire. Donc, elle joue un rôle prépondérant dans la société et dans la vie des enfants en leur fournissant les bases des façons d'agir et de communiquer en société. Donc, il en résulte de cette institution sociale la nécessité d'avoir des enfants. Donc, cette nécessité d'avoir des enfants est aussi influencée par l'État qui va mettre en place des mesures encourageantes à la famille. Il en vient donc que le désir de devenir parent. Le désir d'être parent est maintenant un acte qui est valorisé socialement car la transmission de la vie, mettre un enfant au monde et l'éduquer est un acte existentiel fort qui est partagé par l'ensemble des personnes dans la société. Le symbole de l'enfant devient aussi symbole de l'amour conjugal et le désir de pérennité du couple. À cet effet, il en vient un désir d'avoir des enfants dans bien des couples. Malheureusement, dans certains cas, l'infertilité est un obstacle à la réalisation de ce rêve. Par contre, la procréation médicalement assistée devient une solution afin de pouvoir concrétiser cet objectif. Malheureusement, avec l'imposition de la loi 20 et de ses nouvelles législatures, cela limite grandement les chances d'avoir des enfants. En effet, les nouveaux crédits d'impôt qui ne couvrent pas la totalité des dépenses laissent au couple la responsabilité d'assumer une grande partie des dépenses, ce qui n'est pas réalisable chez tous, et ainsi que les tentatives d'in vitro qui sont limitées à 2 limitent grandement les chances d'avoir des enfants. Dans certains cas, les couples doivent abandonner leur rêve d'avoir des enfants et faire leur deuil de leur parentalité. Cela amène une forte diminution du sentiment de réalisation personnelle. Les personnes ayant des troubles d'infertilité vont vivre leur infertilité comme un handicap dans la société où on valorise la maternité triomphante. Donc, cela apporte plusieurs troubles psychologiques, tels qu'une diminution de l'estime de soi, un manque de confiance en soi, une perte de la concentration, des troubles d'anxiété et des difficultés relationnelles avec l'entourage. Mais en plus des conséquences psychologiques négatives, les gens ayant des troubles d'infertilité doivent surtout vivre plusieurs préjugés. Ces préjugés pointent du doigt leur incapacité à avoir des enfants ou à concrétiser leur projet familial. Donc, cela va grandement affecter leur estime de soi et dans certains cas va les amener à l'isolement social car les gens vont préférer s'exclure et s'isoler au lieu de faire face à certaines remarques négatives. Alors maintenant, je vais me faire quelques suggestions pour améliorer la loi 20. Donc, cette suggestion aura pour but de rendre plus efficace le programme de procréation assistée sans engendrer de lourdes dépenses pour le gouvernement. Alors, tout d'abord,
Il est favorable de favoriser la fécondation in vitro lorsque les conditions médicales l'imposent. De ce fait, on va pouvoir sauver de l'argent pour les traitements inefficaces tels que l'insémination artificielle ou la stimulation ovarienne et passer directement à la fécondation in vitro, donc se soustraire aux dépenses inutiles. De plus, il est important de favoriser la fécondation in vitro afin de réduire le risque de grossesse multiple. Effectivement, les risques de grossesse multiple entraînent de lourdes dépenses dans le système de santé car elles nécessitent plus de dépenses pour les soins en néonatalité et aussi car il y a plus de risques d'enfants prématurés et aussi des soins pour la mère car il y a aussi plus de risques à l'accouchement pour elle. De plus, il est grand temps que le gouvernement commence à négocier avec les entreprises pharmaceutiques afin de réduire les coûts pour les médicaments nécessaires au traitement de l'infertilité. Les entreprises pharmaceutiques ont vu leur chiffre d'affaires grimper en flèche à la suite de la création du programme d'aide médicale à la procréation. Cependant, aucune négociation a été faite avec elles afin de réduire le coût de ces médicaments qui est justifié par l'augmentation du volume des ventes. Cela entraîne plus de coûts pour les contribuables parce que certains médicaments contre l'infertilité sont sous l'égide de la RAMQ et aussi cela allège le fardeau financier que les personnes ayant recours à la procréation assistée doivent déjà assumer en plus des traitements et des médicaments. Donc, on remarque ici que le ministre Gaétan Barrette n'a jamais eu peur de mettre son pied à terre afin de faire réduire les coûts dans le système de santé. Donc, simplement négocier avec les compagnies pharmaceutiques une réduction des médicaments entraînerait une vraie baisse des coûts pour ce programme sans nécessairement affecter la population et les contribuables nécessitant ces soins. Donc, à tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par l'infertilité, vous pouvez faire changer les choses, vous pouvez vous mobiliser afin de faire adopter un programme qui est plus adapté à vos réalités et à vos besoins, car on sait tous, l'imposition de programme de procréation assistée au Québec est nécessaire, car le rôle des enfants dans la société est crucial, ce qui a été démontré tout au long de cette vidéo. Donc, vous pouvez aller voir, consulter vos ministres, consulter vos élus, vos députés, car c'est ceux-ci qui pourront faire pression sur le gouvernement afin d'adopter un nouveau programme de procréation assistée qui est plus permissif et aussi qui entraîne plus de chances de succès. Donc, vous pouvez vous mobiliser, vous pouvez vous exprimer haut et fort afin de pouvoir comprendre que la procréation assistée est nécessaire au Québec car les enfants sont une des plus grandes richesses.